Merci à tous pour votre présence, pour ce point de presse. Alors, je m'en vais tout de suite vous donner la situation épidémiologique mondiale. Alors, à l'heure où nous avons recueilli ces informations, nous comptions 297 090 cas au niveau mondial, 12 755 décès, 167 pays touchés, 38 pays en Afrique. Et les voisins de Burkina Faso touchés sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Niger. Donc, le Mali n'a pas encore enregistré de cas, à notre connaissance. La situation au Burkina, au 21 mars 2020, nous comptons aujourd'hui 75 cas cumulés, dont 4 décès malheureusement. 66 à Ouagadougou, qui a enregistré les 4 décès, 4 cas à Bobo-Dioulasso, 2 cas à Boromo, 1 cas à Oundé et 2 cas à Dédougou. Il s'agit de 30 femmes et de 45 hommes. Nous avons donc les 2 foyers initiaux que vous connaissez, qui sont à Ouagadougou, autour desquels gravitent 49 cas, le foyer de Oundé et le foyer de Boromo et de Dougou qui sont en investigation. Les contacts donc sont en confinement et suivis. Donc, en rappel, nous avons donc 5 guérisons, dont une nouvelle guérison. Pour ce qui concerne les décès, vous étiez au courant malheureusement du premier décès de la femme de 62 ans diabétique. Et également, nous avons enregistré le décès d'une femme de 46 ans diabétique admise dans un tableau de détresse respiratoire qui est malheureusement décédé. Un homme de 33 ans sans aucune comorbidité, pour nous rappeler que le décès n'est pas seulement lié à la comorbidité qui a été malheureusement admis dans un tableau de détresse respiratoire et qui est décédé. Enfin, nous avons une femme de 88 ans, diabétique, qui a été admise également dans un contexte de détresse respiratoire et qui est décédée. La situation de guérison. Nous avons signalé la guérison de 4 personnes. Comme vous l'avez demandé, je reviens pour vous dire qu'il s'agit d'un homme de 73 ans, d'une femme de 56 ans, d'un autre homme de 33 ans et d'une femme de 58 ans. La 5e guérison concerne une femme de 55 ans. Si je récapitule, de 2 cas le 9, nous avons enregistré 4 cas le 13, 8 cas le 15, 4 cas le 16, 8 cas le 17, 6 cas le 18, 7 cas le 19, 24 cas le 20 et 11 cas le 21. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais rappeler quelques faits de pays plus nantis et au plateau moins modeste que les nôtres. Il s'agit par exemple de la France qui est à 562 décès, dont 112 pour la journée d'hier, avec 6 172 hospitalisations. L'Italie est à 4 825 décès, dont 793 pour la journée d'hier. L'Espagne est à 1375 décès, la Chine à 3261 décès, l'Iran à 1556 décès, le Royaume-Uni à 178 décès et les Pays-Bas à 136 décès. Aussi, toutes les mesures prises dans le monde reposent sur la prévention individuelle et collective. L'hygiène des mains, l'isolement, limitation des déplacements non indispensables, équipement de protection, entraînement sécurisé, minimisation des contacts étroits et en surnombre, etc. Toutes ces mesures impliquent un civisme et un sens de responsabilité de tous.
chacun de nous doit se sentir concerné afin que nous puissions minimiser au maximum ce qui se passe aujourd'hui dans les pays plus nantis du point de vue sanitaire que nous. Je vous remercie. Je suis Basile Sama de Burkina 24. J'ai 2 questions. La première, c'était pour savoir quelle réponse le coordinateur donne au propos du journaliste Laïgi Bama, qui estime que la famille indique qu'elle n'a pas été mise au courant de la situation de la dame, du premier décès. Il indique également qu'aucun dispositif n'a été mis en place au niveau du domicile pour empêcher la propagation du virus. Voilà. Deuxièmement, depuis un certain temps, on voit maintenant que sur les réseaux sociaux, on dit que l'hôpital de Tengango a été réquisitionné. Est-ce vrai? Merci pour vos questions. Je crois que ce que vous dites tient des propos d'un journaliste et je crois que vous devriez aussi recueillir les propos de la famille directement concernée. Je crois que vous y gagnerez à recueillir les propos de l'époux éploré, des enfants éplorés, et je crois que ça vous permettra de prendre la mesure de la chose. Nous estimons que nous n'avons pas failli et nous savons ce que nous avons dit aux familles et nous savons ce que les familles ont vécu. Et je ne voudrais pas remuer un couteau dans la plaie, mais si vous voulez bien, vous pouvez vous approcher de la famille éplorée et peut-être entrer en contact avec l'époux et les enfants. Alors, pour ce qui concerne Tengango, dans le cadre effectivement de l'augmentation de nos capacités de prise en charge, donc il a été envisagé donc, de faire en sorte que Tengango devienne un lieu de prise en charge intégré de ces cas-là. Sébastien Zongo de la RTB Télé. Professeur, ma question concerne la ruée vers la chloroquine. Il y a des informations, vous pourrez nous dire si c'est vrai ou c'est faux, qui disent que c'est un produit qui est efficace dans le traitement du Covid-19. Et à Ouagadougou, il y a certains médias qui ont fait le constat qu'il y a une ruée vers ce médicament-là. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Vous avez totalement raison. Nous en avons entendu parler, mais il s'agit d'une approche qui n'a pas encore été validée. Et donc, comme c'est une approche non validée, je ne peux pas ici recommander formellement. Mais cette question a été reversée à nos équipes de prise en charge qui vont voir s'il faut ou non peut-être envisager l'utilisation de la chloroquine. Mais je vous dis que ce n'est pas ça d'études cliniques, d'approche clinique, mais ce n'est pas un traitement qui a été validé formellement. Donc il faudra faire un petit peu attention. Nous vous reviendrons si d'aventure c'est validé du point de vue mondial. Samuel Kola de netafrique.net. Vous aviez parlé tantôt de 75 cas. Est-ce que cela reflète-t-il vraiment la réalité au niveau du Burkina Faso? Et puis, dans ce même ordre d'idée, qu'en est-il au niveau du personnel soignant? Selon des informations que j'ai reçues hier, il y a certains de vos collègues professeurs qui seraient malades et que certains très proches de vous au niveau médical sont également malades. Qu'en est-il réellement? Et puis, professeur, si vous pouvez nous parler du nombre de personnes qui ont été testées pour pouvoir déceler le nombre de 115 cas au niveau du Burkina Faso. Enfin, j'ai une inquiétude. Cela concerne surtout ceux qu'on appelle communément les garibous, les vendeurs de cola, tout ce monde qui sont un peu partout. Est-ce qu'ils ne représentent pas aujourd'hui un danger pour la dissémination de ce virus-là? Le nombre de 75 représente les patients qui ont été investigués et qui ont été jugés suspects testés. Alors, donc c'est la réalité de ce que nous vivons. C'est les suspects que nous avons testés. Pour ce qui concerne les tests que nous avons effectués, donc maintenant les suspects que nous avons testés, je vous reviendrai parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête, je vous reviendrai probablement demain au point de presse pour vous préciser le nombre de personnes testées au total. Vous parlez tantôt des mendiants. De toute façon, dans les mesures de confinement, je vous ai dit, dans les mesures préventives, je vous ai dit qu'il est prévu de réduire au maximum la mobilité. C'est pour ça que j'en appelle aussi à la responsabilité individuelle et collective. Ces garibous peuvent être sur nos routes,
peut-être par eux-mêmes, ou peut-être parce qu'ils ont été envoyés par peut-être, je ne sais pas, leur école ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que ce qu'il faudrait, c'est de faire en sorte de limiter au maximum la mobilité, le confinement et les grands regroupements, tant que la mobilité n'est pas nécessaire. Vous avez parlé tantôt de la contagion de mes collègues, mais je ne l'ai pas caché. Je vous ai dit qu'il y avait des médecins qui étaient contaminés. Et je vous ai pris également, je vous ai dit que nous sommes au stade de contagion. Nous n'avons perdu pour le moment aucun collègue, mais il y a des pays qui ont perdu de nombreux agents de santé. Et de toute façon, nous ne nous attendions pas, face à cette maladie-là, à ce qu'il n'y ait pas de contagion au niveau du corps sanitaire. De toute façon, c'est notre travail et nous n'allons pas renoncer à cause de ça. Donc, effectivement, je le dis, j'ai des collègues qui ont été infectés, mais jusqu'à présent, nous ne déplorons pas de décès parmi eux. Je suis Idrissa Ouedraogo. Je pose la question pour la Radio Liberté. Professeur, vous avez donné le nombre de cas infectés. Vous avez donné également le nombre de décès. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée du nombre de personnes en observation? Au moment où nous compilions ces données, nous avions 604 cas donc, qui sont en confinement et suivis, donc, si vous voulez, en observation. Mais ce chiffre peut s'augmenter à tout moment. Sébastien Zongo de la RTB Télé. Professeur, c'est vrai que vous faites la situation quotidiennement, mais à quoi doit-on s'attendre? Parce que dans certains pays, on donne des tendances, on prévoit qu'il faut s'attendre au pire. Au Burkina, à quoi doit-on s'attendre avec toutes ces mesures qui sont en train d'être prises? Théoriquement, il est dit qu'un malade infectieux dans ce cas-là peut, avant de guérir, contaminer 3 personnes. Alors, si c'est une règle mathématique, il suffit de multiplier pour voir les contagions possibles. Mais quand on en rajoute les retards à la consultation, l'incivisme, l'absence de protection individuelle et collective, mais il est clair que nous risquons de voir cette approche mathématique simple-là se multiplier par 3 ou 4. Donc il faut qu'on fasse attention, il faut que de plus en plus on réduise donc, les délais donc, de consultation, les délais de détection, et il faut qu'on applique de manière rigoureuse la prévention. Sinon, nous risquons de passer de la projection qui est de 1 cas qui contamine 3 cas à 1 cas qui contamine 10 cas dans notre contexte. Je suis Issa Sigiré du journal Le Pays. Professeur, on vient d'apprendre aussi que les prises en charge à domicile sont suspendues. Alors, est-ce que cette information est confirmée? Si oui, quelles sont les limites de cette méthode? Alors, j'ai une deuxième question. Alors, est-ce qu'il est permis à tout citoyen, par exemple, de se faire dépister pour avoir une idée nette de sa situation? Alors, vous avez parlé tantôt de la suspension des prises en charge à domicile. Vous avez, oui, c'est acté, et vous avez demandé les limites. Moi, je dirais plutôt les avantages, parce que ça permettra de circonscrire le foyer communautaire. Parce que vous savez combien il est difficile de nous rendre civiques. Alors, donc, c'est pour ça que je pense que ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Vous parliez tantôt du dépistage systématique, mais ça revient tout le temps. Et merci de me permettre d'évoquer ce cas. Alors, il arrive que des gens appellent et disent « j'ai été en contact avec un malade et je voudrais qu'on me dépiste pour que je vois si je ne suis pas malade ». Alors, il faut savoir que dès que vous êtes en contact avec une personne qui fait la maladie et que vous êtes infecté, il y a un délai entre ce contact-là et le fait que vous commencez à manifester des signes qu'on appelle l'incubation. Et manifestement, pendant cette phase d'incubation, on ne peut pas savoir si vous êtes malade si on fait les tests. L'organisme n'a pas suffisamment développé des défenses qui fassent que les tests soient positifs. C'est quand vous commencez à devenir malade qu'on peut maintenant vous tester. Donc vous voyez que si on commence à tester tous les contacts, finalement, on sera à court de tests.
Déjà que sur le plan mondial, tout le monde est pris au dépourvu. Si nous nous amusons à ne pas utiliser de manière efficiente, à ne pas respecter les conditions de ces tests-là, mais nous allons nous retrouver à cause des tests. Donc, rassurez-vous, on dit quand vous êtes en contact, signalez-vous, vous êtes suivi, et peut-être que vous ne ferez même pas la maladie. Et si d'aventure il y a un problème, en ce moment, vous étiez déjà en autoconfinement, et non seulement vous avez évité de répandre la maladie, mais également vous allez bénéficier d'une prise en charge plus adaptée. Donc ça ne sert pas de faire les tests comme ça à tout venant. Il faut plutôt suivre les consignes que nous demandons. Claudine Ouedraogo de la télévision Impact TV. Concernant les tests, professeur, est-ce que vous pouvez nous faire le point de ces tests-là en termes de quantité? Vous en disposez de combien? Je vois que c'est une maladie qui nécessite de la solidarité, une solidarité au plan mondial, parce qu'aucun pays au niveau mondial ne peut prétendre lutter contre cette maladie tout seul. Peut-être que la question ne devrait pas vous être adressée, mais en termes de solidarité, le Burkina Faso peut bénéficier de... Actuellement, quel est le point? Est-ce qu'il y a des pays qui se sont manifestés pour venir en solidarité au Burkina Faso et même au niveau national? Je sais que c'est l'hôpital de Tengango qui est actuellement qui accueille les malades donc, du Covid-19. Est-ce qu'il y a d'autres centres qui sont prêts à accueillir les malades? Rassurez-vous, madame, nous avons suffisamment de tests et nous savons apprécier les stocks et de toute façon, les commandes sont en cours pour que vous n'ayez pas de problème de rupture. Alors, vous avez parlé tantôt de la solidarité mondiale. C'est vrai que tout le monde est préoccupé par son propre sort, mais soyez certains, la solidarité exprimée au niveau mondial. La preuve, c'est que nous sommes assistés par l'OMS, nous sommes assistés par des pays comme la Chine, etc. Et si vous voyez que nous avons des tests, non seulement les autorités font en sorte que nous les ayons, mais également c'est avec le concours de certaines institutions comme l'OAS, comme l'OMS, etc. Donc ne vous inquiétez pas, la solidarité s'exprime au niveau mondial. Vous avez parlé tantôt de Tengango. En réalité, dans l'approche de la prise en charge, tout centre de santé, tout centre de santé doit être capable d'isoler un malade et le prendre en charge tant que son cas n'est pas grave. Ça veut dire que quand un malade est diagnostiqué, par exemple, à Tenkodougou, c'est un exemple, le malade est isolé et confiné à Tenkodougou. Il est suspect, nous le prélevons. S'il est confirmé, et tant qu'il ne présente pas de signes de gravité, il est traité à Tenkodougou dans son contexte d'isolement jusqu'à guérison. Et c'est malheureusement s'il présente des signes qui ne peuvent pas être pris en charge à Tenkodougou que nous l'envoyons à un échelon supérieur. Mais dans les directives contextuelles nationales de prise en charge, tout centre de santé doit être capable de faire un auto-isolement. La preuve, je vous donne un exemple comme ça. Dans un CSPS de Haut-Bassin, il y a eu donc une alerte. L'ICP, donc l'infirmier chef de poste, donc vous voyez que c'est à la base même de la prise en charge, a procédé à l'isolement du malade, donc en assurant également toutes les mesures de sécurité pour ce qui le concerne, et a interpellé donc les équipes d'intervention rapide qui ont procédé à l'investigation, mais il s'est avéré que ce n'était pas un cas. Donc vous voyez que même au niveau CSPS, on peut être capable de beaucoup de choses. Donc, quand on parle de Tengango, ce n'est pas que tous les patients du pays sont référés à Tengango. Non, ce n'est pas tous les patients du pays. Bonjour, professeur. Je suis Mosé Yvette Nadège de Burkina Info. Je reviens à ma préoccupation de la dernière fois concernant la fuite des informations. C'est vrai, la dernière fois, on parlait uniquement que des chiffres. Aujourd'hui, c'est tout le rapport qui est disponible sur les réseaux sociaux la veille du point de presse.
Vous nous avez promis de nous revenir. Où nous en sommes aujourd'hui? Puisque vous dites que vous êtes sous-informé, vous avez voulu la primeur des informations. On fait tout pour que vous ayez la primeur. Malheureusement, nos voies de diffusion font que certaines personnes les recueillent et les mettent sur les réseaux sociaux. Maintenant, bon, nous sommes tous concernés et vous êtes journaliste. Si vous avez une approche, que ça soit confidentielle, si vous voulez me voir après ou pas, de toute façon, ou bien si vous voulez me la proposer, de toute façon, on est preneur. Ok, professeur, on pourra vous approcher après, mais pour l'instant, nous nous posons la question, est-ce qu'il faut toujours continuer à venir ici chaque jour à 10 heures, pendant si on peut avoir les résultats la veille, par exemple, à partir de 21h, 22h? À moins que vous me fassiez le point de presse à 21h, 22h. Alors qu'il y a couvre-feu. D'accord, on fera l'essentiel pour que vous ayez la primeur des informations. Vous avez totalement raison, on fera l'effort. Abdourazak Traoré de la télévision BF1. J'aimerais savoir qu'est-ce qui empêche votre équipe d'avoir plus d'un centre de dépistage du Covid-19. Pourquoi il faut que ce soit le seul centre de Bobo-Dioulasso? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des centres de dépistage un peu partout à Ouagadougou ou dans d'autres villes? Il faut savoir que ces laboratoires nécessitent une technicité et un matériel assez spécial. Et même dans les pays les plus nantis, les laboratoires de référence ne sont pas aussi nombreux que vous le pensez. Alors, je vous avais dit tantôt, lors d'un précédent point de presse, qu'effectivement, pour le moment, c'est le laboratoire de Bobo qui est opérationnel, mais nous sommes en train de travailler pour rendre opérationnel un autre laboratoire à Ouagadougou pour rapprocher les patients des résultats. Pas forcément les patients de Ouagadougou, mais on pense que s'il y a un deuxième centre à Ouaga, si un patient, par exemple, devait être prélevé, par exemple, à Tinkodougou, il serait beaucoup plus proche du résultat que si on doit l'envoyer à Bobo et revenir. Donc, ne vous inquiétez pas, même dans les pays les plus nantis, des laboratoires de ce genre ne sont pas répandus. C'est des laboratoires d'une très haute technicité qui nécessitent un personnel spécifique. Donc, c'est malheureusement ça, mais nous travaillons à rendre un laboratoire opérationnel à Ouagadougou.